Ischémie-reperfusion, conséquences sur le poumon. Je voudrais adresser deux remerciements au départ. Le premier à Antoine, qui m'a assisté pour préparer cette présentation et par ses travaux en cours au sein de l'INRA, et Isabelle Schwartz, qui travaille avec nous. C'est plutôt je travaille et on travaille avec elle au laboratoire de virologie et immunologie moléculaire au sein de l'INRA. Alors, le poumon est considéré depuis longtemps comme un organe cible et sensible à l'ischémie-reperfusion. Les premiers papiers, c'est des papiers assez originaux, puisque c'est le poumon se retrouve agressé et en acute leg injury, alors qu'on ne l'a pas du tout, on ne l'a pas touché pendant la chirurgie, puisqu'on a fait une chirurgie du cœur. Donc on voit qu'il y a un lien, et il y a eu cette notion de fragilité née sur le poumon. Et puis derrière, de la littérature clinique expérimentale sur des poumons isolés où on va ligaturer l'artère pulmonaire, on va faire presque un modèle de chirurgie de résection, et puis des modèles plus complexes, et on va parler de ces modèles plus complexes qui sont le modèle finalement à long terme de la transplantation pulmonaire où j'enlève un poumon, j'en mets un nouveau, et là celui que j'ai retiré et réimplanté, lui il a eu un vrai événement d'ischémie-reperfusion à 100%. Et donc c'est le cas d'école et c'est celui qu'on décrira un petit peu plus tard. Vous l'avez vu, je ne vais pas insister, mais il y a cette période d'ischémie, d'agression cellulaire, qui pour nous, pour le poumon, est intéressante en termes d'immunogénicité, c'est qu'elle est neutrophile indépendante. Et donc elle aboutit à de l'acidose et à de l'œdème cellulaire, à de la dégradation, donc de la destruction de cellules finalement. Et les cellules qui va plus nous intéresser dans le poumon, c'est d'abord la cellule endothéliale, et c'est d'abord une destruction de la barrière endothéliale et une atteinte de cette membrane qui est notamment le glycocalyx. Si derrière, je ne fais rien, j'aboutis non plus à de l'apoptose ou à tout type de apoptose, mais à de la nécrose. Et par contre, si je reperfuse, là, j'entraîne cette cascade inflammatoire et cette cascade de radicaux libres. Et je vais encore majorer cette inflammation, cette réponse inflammatoire au niveau du compartiment alvéolo-capillaire, et puis carrément au niveau de l'alvéole, dans un deuxième temps, d'agression alvéolaire et de destruction de cette deuxième partie de mon poumon. Et puis enfin, on a un truc particulier, qui est le troisième temps, qui est cette réponse immune innée qui va intervenir en dernier lieu, une fois que la reperfusion a lieu. Et donc là, vous avez ce descriptif appliqué à l'ischémie-reperfusion qui va aboutir finalement essentiellement à un dommage vasculaire. Et vous avez les conséquences cliniques sur le poumon. Eh bien, on a comme conséquence clinique un acute lung injury. Et puis surtout, ce qui va nous préoccuper, c'est l'augmentation des résistances vasculaires pulmonaires au niveau des capillaires pulmonaires. Et donc, une défaillance du poumon propre, et puis derrière potentiellement une défaillance cardiogénique associée, mais en tous les cas d'abord une défaillance pulmonaire avec de l'œdème pulmonaire et une altération des échanges, une diminution de la PO2, etc. etc. Et donc on a ce modèle qui a été beaucoup utilisé, on va en dire quelques mots en chirurgie. La difficulté, et ce qu'il ne faut pas négliger, quand on regarde les différents modèles qui existent sur le marché de l'expérimentation, c'est ce fameux modèle de la transplantation. Parce que dans la transplantation, on n'a pas beaucoup parlé, mais il y a un élément majeur qui est propre à l'ischémie-reperfusion de la transplantation, c'est l'hypothermie. À un moment donné, on met l'organe quelque part, alors parfois plusieurs fois dans la séquence de la transplantation, mais il y a une physiopathologie propre de l'hypothermie qu'il faut considérer. Alors, en chirurgie thoracique, si je reprends ce modèle de transplantation, on a aujourd'hui le développement de cette réhabilitation du poumon ex vivo attendant la transplantation. Et donc, on va avoir une séquence hypothermie, une séquence ischémie chaude de nouveau dans cette machine de reperfusion. Donc, on va faire de l'ischémie chaude et de la reperfusion. Et puis, on va remettre derrière le poumon à nouveau dans la glace pour essayer de voir ce qui se passe. Donc, on a un schéma de prise en charge de modèle d'ischémie-reperfusion itératif qui peut poser problème et qui est le choix de l'investigation. Et donc, quand on regarde l'expérimental, vous avez un orage cytokinique. À chaque fois, on a des marqueurs d'inflammation. Et quand on regarde l'organe et quasiment le modèle in vivo, donc là, on a fait cette étude qui est en cours de publication avec Jean Selim et l'équipe de Rouen qui est très forte sur la dysfonction endothéliale. Et bien, on a regardé, on prélève le poumon, on le met en réhabilitation. Il y a celui qu'on va réimplanter très vite. Et donc, il y a un délai
de deuxième ischémie froide qui est court versus celui qui est réimplanté plus tard, qui a été remis au réfrigérateur, qui a un deuxième temps d'ischémie froide relativement plus long. Et donc, on s'est dit, là, c'est un modèle d'agression alvéolaire, de dysfonction endothéliale qui est absolument majeur. Et donc, on a regardé le premier temps de je mets mon poumon, je fais un prélèvement ici, avant-après le VLP, et puis je vais faire un T3, T4, et je regarde un petit peu ce qui se passe. Les 2 heures de VLP, là, ça explose. Là, on a un orage, on a une réponse cytokinique qui est très importante. Le fait de le remettre dans le froid et de refaire cette séquence d'hypothermie, là, on n'a plus de réponse. On n'a plus d'inflammation, on a une atténuation, donc on a cette agression de l'ischémie qui diminue grâce à l'hypothermie. Et aujourd'hui, c'est une vraie voie de recherche en transplantation pulmonaire. On a l'équipe de Toronto, Keshavich en particulier, qui est en train de se dire peut-être que attendre quelques heures avec un poumon au frigo, finalement, ça ne fait pas plus mal que d'essayer de se précipiter la nuit à transplanter des patients. Donc, l'hypothermie, aujourd'hui, l'agression et l'atténuation de l'agression liée à l'hypothermie fait partie de vraies séquences de recherche. Alors, à l'inverse, on s'est dit, là, c'est avec Antoine, l'autre problématique, c'est de limiter le temps d'ischémie chaude. Donc, le temps où j'ai un organe qui est perfusé, mais pas complètement, avec de l'ischémie, mais à température ambiante. Donc ça, on s'est dit, ça c'est dans toute la littérature et en transplantation d'organes, il faut absolument réduire ce délai d'ischémie chaude, sinon on péjore le pronostic et on péjore l'organe. Ok. Donc on va prendre des poumons de cochon, on va en prélever un qu'on va tout de suite mettre sur ce banc de réhabilitation pulmonaire, et puis l'autre on va le laisser traîner. On va le laisser traîner dans la cavité thoracique du cochon. Et on s'est dit en premier temps, 2 heures, c'est un cap de temps qui est redoutable. En clinique, on ne le ferait pas. Et donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Et là, derrière, il y a eu un tas de choses qui sont faites. Donc, de la morphologie, de la fonction pulmonaire classique, résistance, compliance du poumon à imagerie, et puis des dosages cytokiniques, de la protéomique, etc. Je ne vous ferai pas tous les dosages qui ont été faits et tous les éléments qui ont été faits. Ça, c'est le banc. Vous voyez le poumon droit, le poumon gauche, chacun est dans sa petite cloche. Un a été soumis à de l'ischémie chaude prolongée, l'autre pas du tout. Et qu'est-ce qu'on veut voir, qu'est-ce qu'on a comme résultat ? C'est hyper décevant. C'est 2 heures d'ischémie chaude, il y a juste l'IL6 qui monte un petit peu. Et pourtant, on a affaire à des professionnels qui font des dosages de façon excellente. On ne peut pas opposer ça. Donc on a une réponse, cet orage inflammatoire, cet orage cytokinique en condition d'organes complètes, beaucoup moins agressé que ce que l'on pensait. Et finalement, quand on y réfléchit, le poumon est peut-être moins simple comme organe que ce que l'on veut y penser. En fait, il est doublement vascularisé. Il a la circulation bronchique, la circulation des capillaires pulmonaires. Il y a derrière le système parenchymateux et les alvéoles qui sont en contact direct avec de l'oxygène, puisque on respire de l'oxygène. Et puis, c'est probablement aussi un modèle qui est finalement très adapté à l'ischémie-reperfusion, parce que les capillaires pulmonaires, le système, il fonctionne à base PO2, puisque de toute façon, il fonctionne essentiellement avec du sang veineux avant d'être oxygéné. Donc on a peut-être sous-estimé la capacité de ce système à subir de l'ischémie au long terme. Et donc juste un mot sur les thérapeutiques. Okay, on a vu que peut-être que l'agression qu'on générait est moins importante quand on s'intéresse à l'organe, à quelque chose de l'organe in vivo versus un banc expérimental pur. Mais il y a toute cette littérature sur le conditionnement ischémique. Ouais, on a peut-être quelque chose si je soumets mon organe à de l'ischémie, et peut-être que si je soumets pas l'organe, mais à distance, si je fais une épreuve d'ischémie à distance, peut-être que je vais avoir toutes ces qualités-là au sein de mon poumon. Et donc, il y a eu de la recherche là-dessus. C'est est-ce que je fais 1 ou 2 simulations ? Aujourd'hui, c'est des simulations répétées. Et donc, on a effectivement, sur un banc expérimental, on a une réponse, on a une diminution. Le conditionnement ischémique marche. Qu'est-ce qu'il en est en situation vraie ? Il y a une étude clinique d'ischémie-reperfusion avec garrot répété 3 fois 5 minutes, comme l'a décrit juste avant Nicolas. C'est une étude bien faite. Pour le coup, 216 patients, anesthésiologie en 2014, il y a 10 ans. Vous avez significativement moins de réponses inflammatoires. Ouais, mais voilà, c'est la seule étude
aucune autre n'a été publiée. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'études négatives qui n'ont pas émergé dans la littérature. Donc oui, c'est la première qui est parue et les autres ne sont pas parues. L'autre voie de préservation et de limiter l'agression, on pourrait jouer sur les antioxydants, on pourrait jouer sur plein de choses. Sur le poumon, on a un truc qui est tout simple, c'est le CO2. Parce que la cellule, elle est aussi au contact du CO2. Vous avez cette très jolie étude expérimentale chez le cochon de ligature de l'artère pulmonaire. Et d'un côté, on va rien faire. De l'autre côté, on va donner au cochon du CO2 inspiré. Donc on va monter la pression veineuse et la pression artérielle en CO2. Derrière, on va diminuer la vasoconstriction pulmonaire hypoxique, on va diminuer l'agression cellulaire et on a des résultats là, sur le plan expérimental qui sont des pistes intéressantes. Voilà, c'est la problématique de l'expérimentation, c'est que d'emblée, il est mis sous CO2, donc on n'a pas... Qu'est-ce qui se passe quand on met le CO2 après l'ischémie-reperfusion? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est une voie thérapeutique de l'avenir en transplantation? J'en sais rien. Mais ça fait partie des choses à explorer. Donc en fait, on se retrouve avec la même conclusion que les autres orateurs. La clinique, l'organe dans le corps, finalement, il y a des mécanismes très puissants de régulation, de boucles d'autorégulation. Et donc, c'est des phénomènes plus complexes que ce que l'on pensait comme ça sur un banc d'études. L'hypoxémie, elle n'est pas exceptionnelle dans le poumon. Et donc, il faut faire le tri et avancer là-dedans. C'est une source de recherche importante, mais malheureusement, en faire de la thérapeutique aujourd'hui reste encore difficile. Merci beaucoup.